Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, comme vous connaissez ce fameux proverbe, hein, en mai, fais ce qui te plaît. Eh ben, oui, d'accord, mais vous avez vu la météo, hein? Alors c'est bien d'en faire qu'à sa tête, mais en fait il y a une réalité qui nous rattrape, c'est que soit on crève de chaud, soit on est trempé, soit on s'adapte. Mais bref. Donc on va rester sage, prenez soin de vous, hein, faites attention. Et on commence ce journal sans plus attendre. La semaine dernière, je vous ai parlé des sandwichs de chez La Vie. Et dans le paquet qu'ils m'ont envoyé, au fond, il y a eu une surprise, quelque chose que je ne savais même pas qui existait. Ceci. Du jambon végétal, oui, mais tranche fine. Bon, je pense que ça vaut quand même la peine de le goûter et voir, essayer de comparer avec celui qu'on connaît déjà bien. Bon, déjà au niveau du packaging, c'est facile à distinguer puisque c'est marqué là, clairement, version chiffonnade. Donc, on comprend bien que les tranches sont bien plus fines que celles qu'on connaît, qui sont relativement épaisses. Alors personnellement, je trouve que cette épaisseur fait partie du charme parce que ça donne de la mâche et ça libère du goût. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes attendaient quelque chose d'un peu plus fin, justement pour faire des chiffonnades, mais aussi pour pouvoir disposer d'une manière élégante sur un plat, sur une pizza, ou ce genre de choses. Et je me dis oui, ça a du sens. Et d'ailleurs, la marque Eura a proposé aussi un jambon végétal qui est beaucoup plus fin, plus dans cet esprit chiffonnade. Comme quoi, c'est peut-être pas idiot de sortir effectivement une autre version de leur jambon. Alors là, par contre, je pense que c'est la version classique standard et non pas la version fumée, sinon ce serait indiqué. Et je ne sais pas si elle existe en version fumée d'ailleurs. Alors, voyons ce qu'il en est. Ah oui, oui, effectivement. C'est plus fin. Alors par contre, c'est des plus petites tranches. Je m'attendais à la même taille. Donc non, il y a plus de tranches dans le paquet, malheureusement, mais elles sont plus petites. C'est presque taille mortadelle, quoi. Et effectivement, je fais le test, hein. Je le chiffonne, et c'est stable. Et ça casse pas. Non, c'est stable. Bon, je vais goûter. Alors, justement, au niveau aromatique, je m'attends à rien de révolutionnaire, on connaît déjà bien le produit, mais c'est plutôt, est-ce que cette finesse apporte une texture en bouche qui est plaisante, mieux, moins bien, différente? Est-ce que le goût est aussi intense parce que plus fin? Voyons. Décidément, hein, le jambon La Vie, c'est vraiment un produit très réussi. Donc au niveau goût, comme je vous l'ai dit, pas de surprise, ça se confirme. On a la même saveur avec la même intensité, donc l'épaisseur ne joue pas tant que ça là-dessus. Par contre, en bouche, effectivement, c'est subtil, mais le fait d'avoir quelque chose de moins épais, c'est assez agréable en bouche. J'aime bien. Après, je trouve que c'est subtil. C'est pas non plus quelque chose où on se dit « Ah oui, c'est extrêmement différenciant ». Mais si je reprends la tranche d'origine, effectivement, elle est plus cassante. Et je comprends aussi que ce soit des petits formats, parce que pour garder cette souplesse, sans que ça se déchire, peut-être qu'il était nécessaire de réduire la taille. Et que c'était un point technique plutôt bien vu. Puis même à la dégustation, si on pense plutôt planche d'apéro, comme ça, avec différents trucs, prendre une petite chiffonnette de jambon végétal sur une petite tranche, c'est plus élégant que des morceaux coupés. Donc non, c'est pertinent. En conclusion, je trouve que c'est bien joué de la part de La Vie de proposer une déclinaison de son produit phare et star, parce que je pense que c'est le truc qui a quand même chamboulé tout le monde dans la véganie autour de ce jambon végétal qui fédère beaucoup de gens. On a du goût, on a la texture, on a effectivement cette fois-ci une taille différente qui va s'adapter à d'autres usages et peut-être à d'autres attentes. Mais en tout cas, oui, ça a sa place dans la gamme. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de nouveauté, mais d'une vieillerie. Et oui, j'ai eu la surprise de découvrir que Netflix avait mis en ligne des vieux films français tels que Fantomas. Et alors, là, je suis ravi. C'est des films que je connais bien, parce que je les ai vus quand j'étais gamin à la télé, ils repassaient hyper souvent, mais
je me faisais une réflexion par rapport justement à toutes ces plateformes qui nous diffusent soit des films, soit des séries. C'est que généralement, quand on cherche des choses un peu plus anciennes, eh ben, c'est compliqué. Et ce qu'on pourrait considérer comme des classiques, eh ben, est-ce qu'ils n'auraient pas un peu vocation à disparaître si, en gros, les plateformes elles-mêmes ne se mettent pas à avoir effectivement une politique de diffusion de choses qui sont effectivement pas très fraîches, mais qui restent quand même partie intégrante de la culture, et donc c'est quand même plaisant de les retrouver facilement. Donc là, Fantomas. Fantomas, il y a les 3 films. On a le Fantomas, Fantomas contre Scotland Yard, et bien sûr, le Fantomas se déchaîne. Donc ce sont des films de 1964 pour le premier, 65 pour le second, et 67 pour le dernier. Film de couleur qui parle. Oui, donc on n'est quand même pas non plus dans la vieillerie absolue. On est sur des choses assez sympas, et surtout, c'est des grands classiques avec Louis de Funès, avec Jean Marais, bon voilà. Je sais pas ce que vous aimez ce type de film. Pour moi, ça fait partie effectivement des choses qu'il faut avoir vues au moins une fois dans sa vie, mais qui ont un charme particulier, et c'est comme un bonbon un peu nostalgique qu'on redécouvre, pour ceux de ma génération bien sûr, et plus anciens. Mais je pense que ça a un grand intérêt aussi pour les personnes plus jeunes, parce que ça fait partie de certains référentiels. Fantomas fait partie comme de la culture populaire, c'est pas n'importe quoi comme personnage, mais je peux parler de ça sur d'autres films de Louis de Funès, qui reste comme un acteur incroyable. Je pense que la série des grands films qu'il a pu faire, qui sont toujours à hurler de rire, bah, faut les avoir vus. Enfin, je pense. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre opinion. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est important d'avoir un peu cette culture à l'ancienne pour mieux comprendre ce qu'on a aujourd'hui? Grand débat, n'est-ce pas? Si vous suivez mon travail depuis longtemps, vous savez qu'une de mes passions, un de mes petits péchés mignons, ce sont les sauces au piment. J'en raffole, et dès que j'ai l'occasion de pouvoir en goûter, je ne me gêne pas. Et c'est pas forcément une question de puissance, mais surtout d'arôme, d'équilibre, de saveur. Et oui, bien sûr, j'aime quand c'est assez violent. J'ai une très haute tolérance. Cela dit, je ne recherche pas forcément ça. Pour moi, le plaisir d'une sauce pimentée, c'est dans sa réflexion. Qu'est-ce qu'elle apporte? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une basique pâte de piment. Il faut aller un peu plus loin. Et bien aujourd'hui, j'ai l'occasion de goûter une petite nouveauté française, et même d'Île-de-France. Il s'agit donc des sauces de chez Molo Molo. Et alors Molo Molo, ils sont basés à Belleville, à Paris, et c'est 3 jeunes associés qui se sont lancés là-dedans. Donc je les ai rencontrés, ils m'ont filé quelques échantillons pour que je leur donne mon avis. Vous connaissez les règles du jeu, on va tester ça ensemble comme toujours. Et je suis très intrigué, à savoir que leurs sauces ne vont pas dans une sorte d'escalade, dans la démesure de la brûlure en bouche. Au contraire, ils essayent d'avoir des sauces qui ont de la personnalité, de l'originalité, avec des trucs qu'on n'a pas forcément déjà vus, avec des bons produits. La majorité des produits, ils essayent de les faire les plus locaux possibles, ça va dans leur démarche. Ce n'est pas le cas encore pour tous les ingrédients, mais c'est dans leur réflexion et dans la direction dans laquelle ils veulent aller. Bon, voilà, il y a de bonnes intentions. Toutes les sauces sont véganes, heureusement. Et on va goûter ça ensemble dans l'ordre de puissance annoncé. Bon, déjà, j'ai regardé un petit peu le contenu de ce petit coffret hot sauce qui contient 3 flacons. Alors déjà, on a un beau petit panaché en termes de colorimétrie, vous voyez, c'est joli. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est la plus faible. La 2 sur l'échelle de Scoville, c'est 3000. Ok. La Green Bastard. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord. C'est une sauce au piment à base de jalapenos dans un esprit de la Saint-Patrick irlandaise. Ça commence bien hein, en termes de créativité. Ça sent le jalapenos. Il y a un nez un peu vinaigré. Elle a l'air assez épaisse.
Est-ce que je vais réussir? Ah, ça, forcément, hein, sur le bord d'une assiette, ça pose pas de problème. Mais dans le vide, voilà. Ah oui, elle est très épaisse. Allez. Mmh. Ah, sympa. C'est hyper intéressant parce que, oui, on a le goût du jalapeños. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit piment vert mexicain qui est un peu décliné à toutes les sauces, qui est relativement léger. Hein. De toute façon, voilà, on est sur le numéro 2. Hein. Donc, c'est vraiment pas très très fort. Cela dit, elle a du caractère. Hein. Elle attaque bien. C'est la dimension acide et sucrée derrière qui apporte quelque chose d'un peu inattendu parce que dans cette recette, ils utilisent du jus de pickles, donc en gros le vinaigre de la fermentation. Et ça, bah, ça envoie, ça, c'est très très vif en bouche, c'est légèrement salin sur la longueur, beaucoup de profondeur, et c'est très vif. Hein, j'aime bien, franchement, c'est genre de petite sauce assez inattendue parce que les sauces jalapeño, généralement, c'est très gentillet et ça manque un peu de caractère, même si c'est toujours très bon. La suivante, la voici, la voilà, la Ancho Clemente. J'avoue, hein, j'aime beaucoup l'audace des designs, des étiquettes. C'est assez évocateur d'un univers. C'est pas consensuel, ça tape bien dans l'œil. Je trouve ça chouette. Donc cette sauce, qu'est-ce que c'est? Alors, ancho, c'est un piment que je connais, qui est relativement doux aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de habanero quand même, poivron fumé, épices, etc. C'est donc un niveau 4, soit 30 000 sur l'échelle de Scoville. Let's go! Oula, doucement. Oh oui, là je suis sous le charme. C'est excellent. Alors, c'est une note plutôt fumée qui est en attaque. Et puis on a le petit kick du piment qui vient arriver juste derrière. Et c'est bien. Bon, en même temps, on passe de 3000 à 30 000, donc 10 fois plus en termes d'échelle. Ce qui n'est pas encore très significatif quand on est habitué au piment. C'est pas non plus quelque chose de waouh, incroyable. C'est pas du 3000 à 3 millions. Donc l'écart se ressent, mais pas non plus une très grande marche. Ce qui est très 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 sympa, c'est que après ce kick du piment, on arrive sur la note de poivron. On ressent, alors ils annoncent du poivron fumé, et c'est bien le fumé qu'on a en premier lieu, mais dans la longueur, c'est la douceur, le côté plus fruité du poivron qui vient s'installer. Et c'est vraiment plein de charme. Ah oui. On continue notre exploration de sauce pimentée avec la suivante. La jaune, la Las Chicharrapitas. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est un piment. Charrapitas. On aurait pu se douter. Vinaigre de cidre, mangue, citron jaune, citron vert. Ouais, on est sur une idée un petit peu salsa. Je vois le genre. Bon, celle-ci a l'air un peu plus fluide. Je connais pas ce piment-là. Pourtant, j'en ai déjà goûté pas mal des piments, mais celui-là, je connais pas. Donc, on est sur le niveau 5 hein, cette fois-ci. Allez. Hop. Oup. Voilà. À chaque fois, j'ai une cuillère à café pour pouvoir bien goûter quand même. Ouh. Bam. Oh, c'est bien ça. Très très surprenant. Très surprenant parce que l'attaque, elle est sur le côté vraiment fruit, donc le côté mangue se ressent tout de suite, mais pas sur le côté trop sucré. C'est le côté juste fruité, floral de la mangue qui ressort. Après, on a le côté très vif des agrumes qui vient directement éveiller un petit peu les papilles. Et après, là, bam, le piment.
Et là, il est un peu plus costaud, je trouve, en bouche. Et on a une longueur qui est assez intense, mais qui a une note plus poivrée qu'autre chose. C'est peut-être cette typicité de goût dans ce piment que je connais pas. Mais c'est très 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 sympa. Et oui, effectivement, ça c'est le genre de sauce qu'on voit bien mettre généreusement dans un sandwich avec pas mal de crudité, beaucoup de fraîcheur, un truc un peu estival, mais sur lequel on a envie de mettre du relief. Bah bon, comme toutes les sauces finalement, on peut les mettre où on veut, mais je la visualise bien celle-là. Alors, la suivante est assez particulière. La voici. Elle s'appelle Dragon, mais ça s'orthographie pas comme vous pensiez. Eh oui. Quand je vous dis que c'est un petit peu particulier, c'est que c'est une sauce qu'ils ont développée en collaboration avec le restaurant Malabloom. J'ai déjà fait une vidéo là-bas, souvenez-vous, où on pouvait choisir sa puissance de piment, et si on finissait son plat, on avait le droit à sa photo sur le mur et taper dans le gong glorieusement, ce que j'ai pu faire. Et c'était une super bonne expérience, puisque ce resto propose, bien sûr, des options véganes. Et pour avoir discuté avec le patron de Malabloom, à l'époque, quand j'avais visité ce resto, on était tous les deux d'accord sur cette grande passion sur les sauces pimentées, et il avait des idées de monter un festival autour des sauces de piment, etc. Et j'ai cru comprendre que, ouais, cette année, il va y avoir un truc. Donc, on en reparlera. En tout cas, là, il y a vraiment une note plus asiatique dans les compositions. Je ne sais pas comment ça va se retrouver en bouche. Je vous donne la compo, c'est important. On est sur du piment habanero, donc déjà quelque chose de sérieux. Ensuite, vinaigre de riz, paprika fumé, pâte de sésame. Ok. Ail, épices secrètes Malabloom et sel. Ok. C'est parti pour le niveau 7. Et c'est, j'arrive pas bien à lire, j'ai l'impression que c'est 280 000 sur l'échelle de Scoville. Donc là, on rentre déjà dans un niveau un peu plus sérieux. Oh, ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Allez, fais-moi rêver. Waouh. Ah, c'est une claque, là. Ouh. Ouais, elle est très puissante. Très, très, très aromatique. On sent, effectivement, qu'il y a un autre mélange d'épices par derrière. Là, j'ai le palais qui est une voûte de feu. Là, le bord de lèvre qui dit « Ouais, ok, je vais m'anesthésier parce qu'il faut que ça passe. » Elle est sérieuse. Celle-ci est sérieuse. Les autres étaient très accessibles. Celle-là, il faut déjà être un peu plus rodé pour pouvoir l'apprécier, je pense. Ce qui est mon cas. Cela dit, je suis à la limite de sentir un hockey qui arrive. Ce qui est toujours très bon signe. Bah, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais c'est bon signe. Bref, je la valide très fort, celle-là. C'est délicieux. Eh, c'est une petite suée, là, quand même, hein, ça y est. Ah oui. Ouais, ça fait son effet. Dernière sauce de cette dégustation, nous allons passer à la Hellville. Alors, celle-ci, elle a toute une histoire, puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont basés à Belleville, et ils ont voulu faire une sauce un peu en hommage à leur resto chinois local préféré, en reprenant cette fameuse sauce qu'on a sur les tables des petits restaurants chinois, c'est-à-dire la sriracha. Donc là, on est sur une sriracha très sérieuse. J'ai hâte. Ah ouais, le nez, c'est tout de suite ça. Ils sont passés sur quoi? Ah bah du habanero encore, ok. Voyons. Allez. Hop là. Cheers. Mmh. Mmh. C'est moi où il fait chaud là. Ouais. Ouais. Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Alors vous avez tout le profil typique de la sriracha, classique, avec un poil moins de sucrosité,
et surtout un piment beaucoup plus violent. Et ça se ressent tout de suite. Alors j'ai bien le goût, hein. Je suis pas avec tout qui est brûlé et je sens rien. Non, non, j'ai bien toutes les saveurs qui sont diffuses. Mais ouais, ça se diffuse bien, quoi. Voilà, c'est sérieux. Alors en même temps, ça c'était du niveau 8. Il n'y a pas l'échelle de Scoville marquée dessus. Mais la dernière, qui était donc a priori 280 000, était en niveau 7. Donc celle-ci devrait être un peu plus... Voilà. Ouh! Excellent tout ça. Et ben je suis absolument ravi d'avoir pu goûter ces sauces. Voilà. C'est toujours un plaisir de voir l'expression, la personnalité des créateurs derrière une sauce pimentée, parce que c'est justement un vrai exercice d'équilibre et de ne pas sombrer dans la facilité, ni dans l'excès, ni dans le déjà-vu. Et là, moi, j'ai que des sauces que je n'ai jamais goûtées auparavant, où je ne retrouve pas un cousinage. Alors certes, sur la dernière, la sriracha, je la connais parfaitement, j'ai toujours la sriracha chez moi. Mais il y a un twist qui réinvente la sauce pour aller un peu plus loin. Et je trouve que c'est très très réussi. Alors là, j'ai goûté 5 sauces, mais il y en a d'autres qui sont disponibles au catalogue ou qui ont été faites, qui sont épuisées et qui vont revenir parce qu'effectivement, ce sont des produits en petite production et vous n'allez pas avoir toute la gamme en permanence, enfin, sauf si vous tombez au bon moment. Voilà, moi, c'était pas le cas. C'est pas grave, j'en ai déjà plein les papilles, c'était pas la peine d'aller plus loin. En tout cas, c'est une marque que je vais surveiller de près, parce que effectivement, ils m'ont déjà dit qu'ils travaillaient sur d'autres projets de sauces en édition limitée, etc. Et ça fait plaisir, parce qu'il y a de quoi faire et jamais se lasser. Alors si comme moi vous aimez les sauces pimentées, et ben pour l'instant ils sont pas encore hyper bien distribués, c'est toujours un peu le problème avec les jeunes marques. Mais vous pouvez trouver, je ne sais pas s'ils ont toute la gamme, mais vous pourrez trouver différentes références de Molo Molo chez Aujourd'hui Demain à Paris. Mais je pense que ce ne sont pas les seuls. Donc je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous alliez regarder ça de plus près. Il y a environ un an, je vous proposais un petit sujet pour faire le point sur des trucs pas véganes qui étaient cachés dans des trucs du quotidien et qui pouvaient être des pièges quand on fait attention à sa consommation et son éthique. Bon, ok. Mais depuis, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'autres sujets que je n'avais pas abordés sur la même thématique. Et comme la première fois, ça vous avait bien plu, je me suis dit, bah, on va continuer. Mais là, on va aller un peu plus loin, à savoir que je vais vous parler de choses qui sont pour la plupart assez discrètes, voire méconnues, parce qu'il faut savoir ce que veulent dire les termes, ou même connaître carrément le processus de fabrication pour comprendre qu'il y a quelque chose d'animal dans le produit final. Oui, c'est un peu tordu, mais c'est important de le savoir. Commençons donc par un truc qui nous concerne tous. Si vous êtes vegan, il est évident que vous ne portez pas, ou du moins vous n'achetez pas de chaussures en cuir. Certes. Heureusement maintenant, on a des chaussures en synthétique qui sont plutôt qualitatives, voire confortables. On n'est plus au simili-cuir vraiment puant des années 90. Il y avait quand même du progrès. Et c'est vrai que beaucoup peuvent se rabattre facilement sur des chaussures, donc avec un corps synthétique, croyant que c'est vegan. Or, malheureusement, dans une chaussure, il y a différents composants. Bien sûr, il y a ce qu'on va appeler le tissu, ou le simili-cuir, certes, mais il y a aussi des colles. Et là, c'est une autre histoire. Dans les colles, eh bien, on utilise des colles animales, bien souvent, qui sont assez résistantes, et c'est fait pour faire tenir la semelle, pour les renforts, etc., etc. Il y a des colles, il y a beaucoup de colles dans une chaussure à différents points, et ça, c'est très difficile de savoir quelle est l'origine de la colle, et à moins d'être sûr que la marque revendique que la chaussure est végane et fait attention à tous les éléments de la chaîne de fabrication et de tous les ingrédients, eh bien, vous ne saurez jamais si votre chaussure synthétique est bien réellement végane, juste sur ce point, à cause des colles.
Et malheureusement, il n'y a vraiment aucun moyen de le savoir. Même en contactant parfois certaines marques où on se dit « Ah, tiens, ça devrait être vegan », en posant la question sur l'origine des cols, ils sont incapables de répondre. Parce que pour eux, c'est de la colle. Qu'elle soit animale, végétale, synthétique, ils savent pas trop. Donc, c'est assez difficile d'avoir ce genre d'infos. Donc, potentiellement, même si vous achetez des chaussures sans cuir, vous n'avez pas pour autant des chaussures vegan au pied. Je vais rester sur le sujet de la colle d'origine animale, et là, c'est carrément partout. Le carton. Alors quand je parle du carton, je parle le carton de transport, carton de déménagement, le carton de livraison, le carton pour les légumes, hein, enfin les cartons. Ils sont généralement collés avec ce type de colle d'origine animale. Et ouais, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi les fabricants utilisent spécifiquement cette colle. Il y a peut-être une raison technique, peut-être qu'elles sont plus résistantes, qu'elles ont, je sais pas, une qualité quelconque qu'une colle autre n'a pas. Je l'ignore. En tout cas, sachez-le, la majorité des cartons sont fabriqués avec des colles d'origine animale. Bon, bah là, forcément, vous comprendrez bien que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Et voilà. Bon, il faut juste en avoir conscience. Il y a vraiment des trucs animaux partout. Il y a un an, j'avais déjà abordé le sujet des produits cosmétiques qui contiennent, comme vous le savez certainement, beaucoup de produits d'origine animale. Donc là, à part effectivement être très renseigné, ça va être difficile de se passer d'un label vegan pour être sûr que voilà, il n'y ait pas d'ingrédients d'origine animale. J'avais abordé la question aussi de certains produits d'entretien. Et là, j'ai envie de parler d'un problème qu'on a dans les produits d'hygiène. J'espère que vous êtes concernés par ce type de produit, n'est-ce pas? Ce sont généralement dans les dentifrices et les savons que vous allez retrouver un produit qui est très répandu, à savoir la glycérine. Et à savoir, à l'instar de la gélatine, si c'est pas marqué clairement glycérine végétale, a priori, vous avez de la glycérine d'origine animale. Voilà. Donc, surveillez bien, effectivement, encore une fois, les labels, parce que vous pouvez avoir des produits avec marqué juste glycérine, puisque ce n'est pas une obligation légale de préciser si c'est animal ou végétal, mais vous pouvez avoir un produit qui est certifié vegan, avec juste marqué glycérine, et vous savez donc d'entrée de jeu que c'est végétal. À l'inverse, si c'est pas précisé ailleurs, méfiance. Le sujet suivant est un peu plus connu, même s'il est toujours bon de le rappeler. On va parler de vaisselle, à savoir surtout la porcelaine. Alors oui, ok, la porcelaine, c'est comme un type de matériau très spécifique. Tout le monde n'en a pas, tout le monde n'en utilise pas, mais l'endroit où on le voit le plus, généralement, c'est dans les tasses, les mugs. Et d'ailleurs, par exemple, moi je bois dans un superbe mug en porcelaine. Et vous savez quoi? Dans la porcelaine, historiquement, il y a de la cendre d'os. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement l'appellation britannique qui est bone china pour désigner la porcelaine. Alors, c'est parce qu'il se réfère à la technique ancestrale. Mais en Angleterre, bone china définit simplement porcelaine, quelle que soit sa fabrication. Il n'y a pas forcément la fameuse cendre d'os. En revanche, chez nous, Français, quand vous avez une porcelaine dite porcelaine anglaise, là, vous êtes sûr, il y a de la cendre d'os. Et dans d'autres types de porcelaine, bien sûr. Alors heureusement, il y a des fabricants qui ont des alternatives et qui le font savoir. Alors typiquement, moi, ma tasse, c'est marqué. Je vous montre là ça tout de suite. Regardez là, hop. Vegan friendly. Merci Magpie de faire des mugs sympas et vegan. Bon, tout le monde ne l'indique pas. Hein. Donc soyez juste en conscience que potentiellement vous mangez dans un plat avec de la poudre d'os à l'intérieur. Je passe à présent à un loisir que j'aurais tendance à penser un peu en désuétude, mais comme tout ce qui est un petit peu rétro est toujours un peu tendance, à l'image du vinyle qui a fait son grand retour, la photo argentique trouve
un renouveau d'adeptes, alors que quasiment tout le monde ne fait plus que de la photo numérique, même chez les professionnels. Il y a quand même une sorte de revival autour de l'argentique. Ce que je peux comprendre parce que c'est une autre technique, c'est une autre méthode, même un autre état d'esprit, et je comprends l'attraction pour retourner un peu aux sources, même si je ne le partage pas. Ok, pourquoi pas? Et vous me direz, mais donc c'est quoi le problème? Il y a quoi? Il y a des morceaux d'os dans l'appareil? C'est quoi le truc? Bah non, c'est la pellicule. C'est la pellicule le problème, parce que une pellicule argentique, elle est constituée principalement de gélatine. Et oui, ce n'est pas une feuille de plastique, c'est de la gélatine qui emprisonne les sels d'argent qui permettent effectivement d'imprimer la lumière, bref. Vous connaissez certainement le processus chimique qui intervient. Et donc, quand vous avez une pellicule photo standard, eh bien, le négatif qui va ressortir, c'est de la gélatine. C'est de la gélatine. Voilà. Alors je sais qu'apparemment, il existe des alternatives sans gélatine. Donc si par hasard, parmi vous, il y a quelqu'un qui est fan de photo argentique, qui est vegan et qui connaît la référence pour ce type de pellicule sans gélatine, n'hésitez pas à le partager en commentaire parce que moi, je ne connais pas. Je n'ai pas retrouvé de référence. Mais il paraît que ça existe, donc partageons. Bon, après la photo, on va passer à la peinture. Et là, je ne parle pas de peinture artistique, quoique, parce que dans toutes les peintures, on aura toujours le problème des pigments qui peuvent être végétaux, minéraux, synthétiques, et forcément animal. Et oui, bon. Mais c'est pas tant le sujet, ça paraissait assez évident. Non, non, non. Là, j'ai parlé de la peinture d'ameublement, donc pour les murs, les plafonds, etc. Et ben, sachez qu'il y a souvent de la glycérine. D'ailleurs, c'est tout un type de peinture qu'on appelle des glycéros. Eh bien, la fameuse glycérine d'origine animale, elle se retrouve dans la peinture. Et oui, il y a aussi des huiles d'origine animale qui peuvent être utilisées dans la peinture. Bon, voilà, faut se renseigner. Ensuite, autre truc, c'est que dans les peintures écologiques, donc non glycéro, parce que le glycéro, c'est... Voilà, il y a un truc qui est très tendance, c'est la caséine. Dite aussi peinture de lait. Cette peinture, comme son nom l'indique, contient la caséine issue du lait. Et je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais ça existe et c'est assez courant, donc méfiez-vous. Et troisième point, alors là, je pars sur un truc qui est plus industriel, donc vous n'êtes pas forcément directement concerné. Sachez que il y a très peu de temps, il y a une petite entreprise bretonne qui a trouvé des propriétés très particulières avec les coquilles d'huîtres et qui a créé une peinture blanche spéciale pour diminuer l'accumulation de chaleur sur les surfaces. Donc maintenant, cette peinture, elle est commercialisée pour être étalée généralement sur les toitures pour éviter que la chaleur ne s'accumule dans le bâtiment. Et donc, effet positif de cette recherche, cette trouvaille, c'est que ça permet de moins climatiser des locaux et donc avoir un moindre impact économique et écologique sur la production d'énergie. Donc, on parle quand même d'une réduction à peu près de 65% de mémoire. Hein, donc, c'est quand même conséquent. Maintenant, voilà, l'huître, ça reste un animal, donc c'est pas une peinture végane. Après la peinture, on passe aux encres. Et j'ai envie de parler d'un truc qui ne concerne pas tout le monde, mais si vous vous intéressez au tatouage, eh bien sachez que les encres utilisées ne sont pas forcément véganes et peuvent contenir des matières d'origine animale. On pense encore une fois aux pigments. C'est vrai que fut un temps, le noir animal, donc des eaux calcinées pour faire une encre noire, était utilisé dans l'industrie du tatouage. Ce n'est plus forcément le cas, donc voilà, faut se renseigner. Mais au-delà des pigments qui vont donner la couleur, il y a aussi le problème des supports de ces encres et qui permettent la diffusion sous la peau. Et là, vous allez trouver de la gomme laque et de la glycérine, donc deux ingrédients d'origine animale. Il existe des encres véganes, il existe des tatoueurs qui sont parfaitement renseignés, qui sont même des tatoueurs véganes éthiques, et il n'y aura pas de souci avec eux.
Forcément, dans une séance de tatouage, il y a aussi des soins, donc il faut penser à des soins qui sont véganes. Mais ça, je pense que vous y aurez pensé par vous-même. Autre truc que j'avais déjà abordé précédemment, mais j'ai appris un nouveau truc là-dedans. On va reparler de la cigarette. Donc au-delà des tests sur les animaux qui sont effectués et des produits d'origine animale qu'on peut retrouver dans la sauce qui est mêlée au tabac brut pour donner l'aromatisation signature de chaque fabricant, et dans lequel on peut trouver, entre autres, du miel, du lactose, etc. Il y a un autre élément d'origine animale, c'est-à-dire dans la composition du filtre. Alors, il y a quelques années, j'avais entendu parler d'une rumeur comme quoi il y avait de la gélatine à l'intérieur des filtres. Et en fait, c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus, à savoir qu'il y a effectivement un composant, je vous le dis, c'est du glycérol triacétate. Donc c'est extrait de la glycérine d'origine animale. Voilà. Donc les filtres pourraient être collés entre eux, je ne sais pas exactement techniquement à quel moment ça intervient, mais si j'ai bien compris, c'est pour étanchéifier l'intérieur du filtre, c'est une sorte de plastification technique. Voilà, et c'est ça qui est utilisé, et ce n'est pas du tout végétal. Voilà, voilà. Bon. Et pendant qu'on y est sur le sujet du tabagisme, il y a aussi le point sur la vapoteuse, parce que effectivement, la base des e-liquides sont sur une base de glycérine. Alors, généralement, et c'est bien marqué, c'est de la glycérine végétale, aucun problème. Sauf que ça dépend d'où viennent les produits, qui les fabrique, etc. Tous les pays n'ont pas les mêmes réglementations, et je vous engage à vraiment vérifier si vous êtes dans la vape, bien regarder la compo, et surtout si c'est bien marqué glycérine végétale, parce que la glycérine de base est utilisée dans certains pays, comme certains arômes pour parfumer le liquide, qui peuvent être aussi d'origine animale. C'est pas trop le cas de figure sur des produits faits en France ou en Europe, mais si vous achetez sur internet des produits qui viennent d'ailleurs, il n'est pas évident que vous ayez un e-liquide qui soit vegan friendly. Donc à vérifier quand même. Bon voilà, j'en ai fini pour cette petite sélection de fantaisie à coup d'origine animale cachée. Je ne sais pas si vous étiez au courant de tout ça, mais maintenant vous l'êtes. Et vous pouvez donc réagir en fonction, dans la mesure du possible. Parce que, encore une fois, ne vous flagellez pas si vous êtes en possession ou en consommation de ce type de produit en toute ignorance. Ça arrive à tout le monde. Le véganisme, encore une fois, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'esprit, on fait de notre mieux. Et autant sur certains postes, c'est assez facile, comme l'alimentation. En revanche, pour les produits du quotidien, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir être vigilant, surtout, justement, quand c'est un ingrédient ou un composant vraiment caché. Comme on l'a pu le voir avec cette histoire, typiquement des cols de poisson ou des cols animales pour le carton ou les chaussures. Comment voulez-vous le deviner? Voilà. Vous n'allez pas éviter de vous faire livrer des choses parce que vous ne savez pas quelle est l'origine du carton, je suppose. Et je ne vous en blâmerai absolument pas. Chacun fait comme il peut et comme il veut. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas proposé un bon petit plat de pâtes. Bon, oui, peut-être même depuis le début de l'année. Pourtant, vous le savez certainement, mais moi les pâtes, j'adore ça et j'en consomme toutes les semaines. Puis j'aime bien varier les recettes. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un truc que j'aimais bien, parce qu'il y avait une promo sur les tomates cerises, je me dis, ah tiens, allez, on va faire ça. C'est une sauce à base donc de tomates cerises, ok, et de gingembre, entre autres. Et vous allez voir, c'est une association qui est particulièrement gourmande.
et hop, voilà. Alors comme ça, j'admets, hein, ça paye pas de mine, mais c'est un concentré de saveur. Enfin, normalement. Ça, je vais tout de suite vérifier. Mais ça s'annonce tellement bien, ça sent tellement bon. C'est vraiment un plat de pâtes qui joue sur différents niveaux. On a effectivement le côté fruité, naturel de la tomate et du gingembre, mais aussi l'acidité, le côté poivré, citronné. En plus, comme j'ai rajouté une huile qui est parfumée au citron et au gingembre, c'est encore plus puissant. Mais déjà de base, ça donne vraiment beaucoup de choses en bouche. Le shiitake, c'est un champignon que j'aime beaucoup, qui a vraiment son caractère et qui se marie très bien à cette recette. Bref, ça fonctionne plutôt de manière très équilibrée. Alors vous aurez peut-être été un peu surpris par la méthode, puisque effectivement, que ce soit pour les champignons, les oignons et les tomates, je les ai démarrés à sec, sans matière grasse, dans ma sauteuse. Parce que ce que je veux, c'est une évaporation d'eau et un jeu de texture différent. Je rajoute un tout petit peu d'huile après pour venir nourrir et que ça commence à faire son effet de cuisson un peu plus gourmand, moins sec. Et ça fonctionne bien. Et l'idée aussi de tout faire de manière séparée pour réassembler à la fin, ça permet de garder vraiment une texture au final dans le plat qu'on n'aurait pas eu si on avait tout cuit en même temps. Alors oui, hein, si j'avais voulu être un petit peu coquin, j'aurais peut-être rajouté un petit piment frais, histoire de... Bah, vous me connaissez quoi. Mais bon, je me suis dit, c'est déjà bien, un petit poivre à la fin sera suffisant, et c'est déjà tellement aromatique qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. J'espère que la recette vous inspirait. Dites-moi si vous avez déjà tenté de faire des pâtes avec du gingembre et tomates cerises, parce que personnellement, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est un truc que j'ai eu en tête il y a une dizaine d'années, que j'ai fait, que j'avais oublié, et puis bah, ce matin, c'est revenu comme par magie, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et je déclare solennellement que c'est la fin du journal. Et oui. Bon, j'espère les amis que je vous ai pas trop plombé le moral avec mon sujet sur les ingrédients cachés. Encore une fois, l'idée c'est de vous informer, que vous sachiez exactement ce qu'il en est. Et peut-être aussi, quelque part, de continuer à arrêter de propager cette vision de la soi-disant pureté végane qui n'existe vraiment, décidément pas. Et qu'il faut s'attacher au point vraiment intéressant du véganisme, c'est-à-dire faire de son mieux, avancer, et pas forcément être dans un jugement absolu ou la paranoïa. Soyez zen, vivez votre vie, faites vraiment de votre mieux et soyez positif. Ça va bien se passer. On avance quoi qu'il arrive. Bon, sur ce, je vais vous laisser retourner à vos activités, mais à l'avant, j'espère que vous allez laisser un petit commentaire, les pouces, l'abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Devenez membre aussi pour me soutenir, c'est très bien de faire ça. Il suffit de cliquer et vous abonner à la chaîne. Il y a aussi Tipeee pour ceux qui le souhaitent. Et en tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!